Alors, on va continuer ce soir en direction de ce lieu dont j'ai essayé de parler la dernière fois à partir d'Antigone, c'est-à-dire de quelque chose que l'on ne peut pas penser et qui est lié, on pourrait même dire que c'est là le ressort est lié au langage. Hein, c'est lectos atas, au-delà. Alors, bon, c'est du destin. Hein. Au-delà du destin, au-delà d'une barrière qui est celle de tout ce qu'on peut penser, trouver. Et s'avancer dans cette direction, c'est on s'y avance qu'à ses risques et ses périls. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui peut se donner autrement. C'est-à-dire que c'est un peu casse-gueule. Alors, qui est-ce qui dit que c'est casse-gueule? C'est ceux qui veulent absolument contrôler, évidemment. Mais tant que, effectivement, ce lieu n'a pas été trouvé, comme le dit la langue, et bien tant que cette trouvaille n'a pas été rencontrée, je crois que c'est difficile, effectivement, de toujours le supposer, hein, mais bon. D'autant plus qu'effectivement, cette trouvaille, elle survient pas du tout évidemment, par rationalité. Et ça n'exclut pas, évidemment, le fait suivant, c'est qu'il faut bien une certaine rationalité pour se mettre en route en direction de ce lieu. Et ça, si vous voulez, c'est effectivement ce que je décris là, c'est le processus du transfert, à savoir qu'il est demandé à quelqu'un qui vient parler, d'essayer de dire ce qui lui vient, parce que dès lors que quelqu'un parle, si on le laisse parler, eh bien, il est d'une façon ou d'une autre en direction, hein, avec Antigone c'était pros, grec, pros atas, pros c'est en direction de, et ce qui est assez facile, je dirais, enfin, c'est pas si facile que ça, mais c'est quand même assez facile d'arriver à concevoir la mise en direction de. Mais ce qui est attendu, c'est le savoir lié au langage. Voilà. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ça n'est pas l'être parlant, celui qui parle, qui sait à peu près ce qu'il dit, mais à ce moment-là, effectivement, il est parlé, en quelque sorte. Alors, toute la question est celle de savoir ce qui est en jeu à ce moment-là, et la psychanalyse, on pourrait dire, trouve sa dignité dans l'existence d'un certain type de discours qu'on ne peut pas décrire comme ça, même si on peut le décrire théoriquement. On appelle le discours analytique, ça a été nommé par Lacan, qui permet de toucher à ce lieu, j'insiste, qui nous tombe dessus, en quelque sorte, c'est-à-dire que c'est lié
au langage, et ça peut tomber un jour, c'est ce qui est attendu, ça peut tomber un jour, on va dire comme ça, pour reprendre des termes que j'ai utilisés, par bonne heure, l'heure en question, HEUR, c'est pas spécialement le HEURT, l'heure en question étant la fortune, le hasard, ce qu'on appelle la fortune. Ça correspond, ça a été un petit peu, ça a été un peu abordé, ça a été nommé d'une certaine façon par Aristote. Vous voyez que ça nous ramène loin, ça, hein, ça nous ramène au 4e, 5e siècle avant Jésus-Christ, par Aristote, sous la domination de ce qu'il va nommer, là quand on reprend ça, la tuquet. Tuquet. C'est, en grec, c'est le hasard. C'est le hasard. Ce qui fait que, vous voyez que finalement, la fortune, le hasard, ça nous arrache complètement à tout ce qui peut en être à tout ce qu'on nous raconte habituellement. Hein. Donc, ce qu'il faut bien un peu, je répète ça, c'est pas le processus, on pourrait dire, analytique, en tant que tel, le discours analytique, hein, ce qui est attendu du discours analytique, c'est ça. Bon. C'est pas évident avec Freud, hein, c'est pas évident avec Freud. Alors, ce qui est important, c'est que là, dans ce lieu-là, c'est là que pour autant que ce lieu on en est radicalement séparé, hein, ce que Lacan appelle le savoir de l'autre, c'est là que le langage joue tout à fait il joue du fait que la signifiance, alors, signifiance c'est pareil, mais signifiance on peut pas en parler comme ça, on va dire la signifiance c'est quelque chose qui a trait, non pas évidemment au sens, ça c'est de signifier, et il y a une barrière entre les deux, radicale, pour le psychanalyste, hein, pas tout à fait pour le linguiste, il y a une barrière radicale qui peut être sautée, mais il y a une barrière, c'est sauté dans un processus qu'on appelle la métaphore, il y a un signifiant qui passe dans la chaîne signifiante. Hein. Donc, cette dimension de la signifiance, celui qui a le mot signifiant et signifiance, en fait, l'intérêt, c'est que c'est quelque chose qui relève de ce que Freud a décrit et qui s'appelle l'homophonie. C'est-à-dire que quand je parle, en fait, bien sûr, je pense que je dis quelque chose, mais il peut arriver qu'à un certain moment, eh bien, je dérape un tout petit peu, et ce qui est en jeu à ce moment-là, c'est la façon dont le langage me signifie que je suis, comme sujet, représenté par ce signifiant qui apparaît à ce moment-là, mais le sujet que je suis à ce moment-là, c'est pas un sujet qui peut penser. Et le signifiant présente le sujet qui apparaît à ce moment-là seulement pour un autre signifiant. C'est-à-dire que jamais on peut arriver à figer quelque chose. Et la jouissance dont il est question, hein, c'est plutôt à entendre dans ce champ-là, dans ce champ du jouir, eh bien, c'est quelque chose, évidemment, qui ne va pas de soi, bien sûr. Ça, c'est quelque chose qui ne va pas de soi parce que il faut mettre un certain prix, ça a un certain prix, c'est le prix du passage, c'est le prix du pas, pour accéder à ce lieu. Voilà un peu comment, je ne peux pas en dire beaucoup plus parce que voilà, c'est ce
qu'on peut surtout décrire, c'est l'effet que peut produire. Alors, ce qu'on va décrire, par exemple, dans ce qu'on pourrait appeler une clinique habituelle, commune, tout ce qui est décrit habituellement dans les catégories habituelles de psychothérapie ou de psychothérapie, parce que je ne veux justement pas dire psychanalyse, on va décrire ce qui se passe avant d'arriver à cette barrière. On va décrire des mécanismes de défense, on va décrire toutes sortes de choses, on va décrire notamment la répétition, ce qui fait que on se rend compte quand on a été comme ça en tant qu'être parlant engagé dans différentes relations avec différentes personnes, on se rend compte qu'à un certain moment, il y a quelque chose qui, bien sûr, même souvent, très rapidement, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors on a changé éventuellement de personne, etc. Mais on se rend bien compte que au bout d'un certain temps, que c'est pas tellement ça qui convient, c'est qu'il y a quelque chose en nous qui en appelle à autre chose. D'où l'intérêt, effectivement, à ce moment-là, de venir ou de trouver la possibilité de pouvoir, justement, mettre en route ce processus de parole. Mais le processus qu'on dit de parole, à ce moment-là, c'est de venir parler. Ce qui est important de comprendre, c'est que tout nous porte, évidemment, même si on avance, en même temps reculer. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout porté vers ce lieu que Freud va appeler très tôt Das Ding, qui veut dire en allemand la chose, hein, Das Ding. Donc la chose, et je vais dire directement comment Lacan propose justement de l'écrire, la chose, pour bien montrer l'objet petit a. Et l'objet petit a, c'est justement un objet particulier qui a été nommé par Lacan, parce que c'est une trouvaille de Lacan. On ne va pas trouver ça chez Freud comme ça, on va trouver le manque d'objet chez Freud, mais c'est vrai que c'est ça. Mais c'est un objet qui n'a pas d'être. Donc c'est inconceptualisable. C'est effectivement un effet de l'analyse de chacun exactement, c'est l'analyse de chacun qui peut l'amener en direction de cet objet particulier. Hein? L'objet petit a. Bon. Alors, pourquoi est-ce que c'est possible? Parce que, au niveau du langage, Freud avait trouvé ça dans les associations du rêve, il y a un point de butée, c'est-à-dire qu'il avait rencontré que quand on parle d'un rêve, il y a un moment, les associations s'arrêtent. On ne peut pas aller au-delà, quelque chose. Et en fait, c'était repris évidemment par beaucoup de personnes, notamment par Lacan, en disant que ça s'arrête. Bien sûr que ça s'arrête, hein, bien sûr. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose, c'est là qu'on voit la barrière, il y a quelque chose qui est, si on va en parler, si on veut le figurer un petit peu, qui a un trou, il y a un trou dans le savoir. Il y a quelque chose, paradoxalement, qui est impossible du côté du savoir, il y a un trou, et c'est justement parce que ce trou, il y a ce trou, c'est ce lieu de la chose. C'est pour ça que l'objet petit a, là, justement, c'est un objet qui n'a pas d'être. C'est-à-dire que, pour reprendre les choses encore autrement, tant qu'on est en direction pros atas, je vais l'écrire à nouveau, tant qu'on est en direction pros atas, pros, ça veut dire en direction de, hein, eh bien, on est dans la dimension de ce qu'on appelle l'être.
Et on peut tout de suite associer sur le maître. Hein. C'est-à-dire qu'on est dans tout ce qu'on connaît relativement bien, même si on n'a pas pensé comme ça, hein. On est dans le fait que, habituellement, quand on aime quelqu'un, ben, on lui demande son être. Parce que notre être, c'est son être. Il y a toute cette dimension-là de fusion et de confusion qui est compliquée. Tout ça, ça se détricote dans le transfert, durant l'analyse. Et ce qui est visé, c'est le point, évidemment, qui est au-delà de l'être. Ça a été... ou, ce qui revient à dire aussi, au-delà du sens. Puisque l'être relève du sens. Et au-delà du sens, ce qui a été appelé par Lacan le non-sens, hein, le nonsense, anglais, le non-sens, c'est ce lieu particulier, c'est précisé comme ça, parce que là on voit qu'on n'est plus du tout dans la figuration de quoi que ce soit. Alors c'est important, je pense, ce rappel. Pourquoi? Parce que si on peut parler d'acte analytique, vous voyez que l'acte analytique, il y a quelque chose de singulier dans la mesure où il prend en compte ce que je dis là, c'est-à-dire ce passage, cette barrière, d'une part, et d'autre part, ce que je suis en train d'expliquer ou de dire, d'essayer comme ça, en bafouillant un peu, plus ou moins, parce que c'est pas facile d'en parler, ce que je suis en train de dire aussi, c'est le fait que il conviendrait, dès que l'on parle d'un acte artistique, dès qu'on parle d'art, il conviendrait, c'est comme ça que le psychanalyste peut en parler, il conviendrait de prendre en compte ce lieu de la chose. C'est-à-dire que l'art, par définition, hein, eh bien, ça consiste à rendre compte de ce lieu de la chose. Alors, ça ne veut pas dire du tout qu'il y a besoin de faire une analyse. Hein. Non, c'est pas ça que je veux dire. Mais vous voyez, ça montre quand même qu'on ne peut pas peut-être parler comme ça facilement de l'art. Hein. Comme le disait Queneau, avec les arts, on s'amuse, on muse avec les lézards. Hein. Je crois que c'est souvent ça un peu dans le truc. Alors bon, pourquoi pas, après tout, il faut bien essayer aussi les choses. Mais une création artistique, bon, j'en suis de plus en plus, je dirais, aller dans cette direction-là, c'est pas quelque chose qui s'apprend, évidemment, apprendre un seul mot, c'est quelque chose qui vient quand on est pris. Mais c'est quelque chose qui est à prendre en deux mots, hein, et c'est-à-dire qu'il faut le payer avec sa chair, d'une certaine manière, et on peut y laisser des plumes. C'est ça l'intérêt qu'il faut comprendre, c'est pas quelque chose qui... Bon. C'est pas du masochisme, hein, parce que dès qu'on parle sur le masochisme, tout ça, c'est de la psychologie, hein, on n'en sortira plus là. Hein. Néanmoins, alors pour arriver à ce passage-là, je crois que je l'ai abordé la dernière fois, pour arriver à ce passage-là, c'est ça le truc, pour détricoter un peu tout ça, et là on voit bien l'importance comment dire ça, des appuis qu'on peut avoir pour en parler, hein. Il importe de réinventer d'une certaine manière ce qu'on appelle la pulsion de mort. Alors la pulsion de mort chez Freud c'est compliqué parce que c'est très simple. Hein. Évidemment il y a l'instinct de vie, l'instinct de mort. C'est pas compliqué. Alors l'instinct de mort, hein, voilà, c'est un peu compliqué, c'est tout ce qui est destruction. Puis l'instinct de vie, c'est tout ce qui est réunion. Ça, oui, c'est vraiment c'est aussi la pensée, ça c'est vraiment de la rationalité, c'est simple, c'est de la psychologie. Hein. On ne peut pas reprocher à Freud de le dire, hein, parce qu'il fallait bien qu'il parte de quelque chose, mais
si on prend en compte, et ça c'est pas souvent fait, si on prend en compte que ce qui est au cœur du fait de parler, c'est le langage, on est amené à poser la question, si on parle de pulsion de mort, qu'est-ce que c'est que la pulsion? Et qu'est-ce que c'est que la mort dans cette affaire-là? Et qu'est-ce que c'est que ce que l'on peut nommer pulsion de mort? Et alors là, on sort complètement, effectivement, de tout ce qui serait une destruction, une agressivité, quelque chose qu'on aurait en soi, là, comme ça, qu'il faudrait absolument bannir. L'instinct, c'est l'animal, c'est pas l'être parlant. La pulsion, c'est l'être parlant. Donc, c'est l'animal. Pourquoi l'instinct? Parce que l'animal a besoin il se fie on va dire, à son instinct. Pourquoi? Pour survivre. Uniquement, c'est ça. La pulsion, c'est autre chose. C'est la façon dont le langage est chevillé au corps. C'est complètement autre chose. Vous voyez qu'on arrive avec la pulsion de mort du côté de ce passage en question. Et on peut dire que la pulsion de mort, c'est quoi? C'est ce qui peut permettre ce mouvement de création. Alors, et on va dire en quoi le signifier est toujours trompeur, parce que, évidemment, si on parle de pulsion de mort, d'emblée, on entend quoi? On entend que mort. On n'entend pas pulsion. C'est-à-dire que c'est uniquement la mise à mort, quoi. C'est la corrida, quoi. Donc, c'est quand même autre chose. La pulsion de mort, ce qui fait dire à Lacan que chez Freud, dans le séminaire sur l'éthique de la psychanalyse, en mars ou avril 1960, oui, c'est ça, 1960, dit la pulsion de mort, chez Freud, elle est suspecte. Suspecte. C'est un mot très riche, suspect, parce que d'emblée, on parle sur le fait, celui-là, il est suspect. Non, c'est pas ça. Dans le mot suspect, il y a la suspicion, bien sûr. Mais il y a quelque chose qui est dans la suspicion, il y a aussi le fait que ça peut être autre chose. Sans qu'on sache quoi. C'est pas forcément négatif. C'est plutôt du côté d'une certaine supposition. Bon, donc on a un peu Alors c'est pour ça que c'était intéressant de reprendre Antigone. Pourquoi? Parce que chez l'humain habituel, qui est dans la position de Créon, évidemment, évidemment, et on a à la fois Créon Antigone, de toute façon, il ne faut pas croire qu'il y a comme ça ceux qui sont comme Créon et ceux qui sont Antigone, c'est trop simpliste ça. Eh bien, Créon, lui, ce qui compte, c'est que les lois qui sont définies soient respectées. Rien de plus. C'est le bon sens, quoi. C'est-à-dire le crétinisme par excellence. Le bon sens, c'est le crétinisme, évidemment. Ça va pas loin. Donc, il en faut peut-être pour diriger la société, j'en sais rien, mais c'est pas de ça dont je parle. Et Créon, donc, lui, va soutenir la rationalité, la pensée, tout ça, tout ce qui est... Et ce qui est intéressant, notamment dans Antigone, c'est qu'elle est dans la conception de l'instinct de mort habituel, ou de la pulsion de mort au sens habituel, c'est il est décidé qu'elle sera mise à mort. Alors que, en termes de discours, ce que Lacan va reprendre comme message, justement, du non-sens et non pas du sens, à partir de ce lieu de la chose, si on parle de là, la seule question importante, c'est que devient Antigone quand elle a passé la porte du tombeau. Voilà. Alors nous, on a un autre truc pour ça. On a funérarium, on a tout ce qu'on voudra, on a tout ça. Voilà. Ça c'est les éléments habituels. Mais en termes de discours, c'est-à-dire en termes de langage, si on sort du sens, eh bien, on n'est plus du tout là, puisque c'est autre chose dont il s'agit. Dès qu'on sort du sens, c'est ça que ça veut dire, tout le cheminement prosata, ça consiste à aller en direction du point où le sens défaille, en direction de cette faille-là. Si on sort du sens, et c'est pas une histoire de vouloir, il n'y a pas une volonté comme ça pour y arriver, mais pourtant, si quelqu'un peut parler,
il est mis dans cette direction-là. Pourquoi? Parce qu'au cœur du langage, il y a ce trou. Il y a ce manque radical, il y a ce trou radical. Donc, dès que quelqu'un parle, il se met dans cette direction, à condition qu'on ne l'empêche pas de parler. Surtout qu'on ne lui ramène pas quelque chose qui serait de l'ordre de, vous voyez bien, de créance, c'est-à-dire de l'explicatif, de tout ce qu'on voudra. C'est là la différence entre la psychothérapie et la psychanalyse. La psychothérapie, elle vise le sens. Elle vise le sens et ça reste là. C'est que le support de la psychothérapie, c'est bien effectivement de prendre en compte les mots, comme la psychanalyse, mais pas tout à fait pareil. Mais ce qui guide la psychanalyse, c'est qu'on va vers un lieu où le sens ne tient plus, le sens défaille, vers une faille où le sens défaille. Alors que la psychothérapie, ce qui est important, c'est de trouver l'explication par le mot. C'est complètement autre chose. C'est deux utilisations, deux versants radicaux du langage. Il y en a un qui est basé sur le sens, l'autre qui sait qu'il faut bien passer par le sens, la psychanalyse, mais que c'est pas du tout ça qui est l'enjeu de l'être parlant. Alors, ce que je suis en train de dire, évidemment, c'est quelque chose qui doit vous parler un peu, plus ou moins, mais ce qui compte, évidemment, c'est ce qui peut advenir de ce lieu-là. Un exemple. De façon, un petit peu, on s'arrêtera là-dessus. On a déjà parlé pas mal de l'amour courtois, donc qui survient au XIIe, XIIIe siècle, et puis qui va disparaître. Je pense qu'on peut parler un peu pareil de la psychanalyse. Je ne sais pas si elle va disparaître ou quand elle va disparaître, on ne sait rien, mais ça va être pareil. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, ce qu'on va dire dans l'amour courtois, c'est très simple. Il y a une femme qu'on appelle la dame, la donnée. Eh bien, cette femme, c'est pas la donnée, c'est la. Puisque c'est donner, c'est plutôt les donner à des femmes. Enfin, il y a une femme qui est mise dans une position où elle est interdite. Et on a tout ça dans notre fonctionnement. C'est-à-dire qu'il suffit qu'on soit un homme soit attiré un peu par une femme et que de toute façon elle refuse pour qu'il ne puisse pas en sortir. C'est que ça va prendre de plus en plus de valeur. Bon. Mais qu'est-ce que ça veut dire à partir de ce que je viens de vous expliquer là? Ça veut dire que c'est plus une femme avec les caractéristiques telles qu'on peut l'avoir. C'est un signifiant, le signifiant femme, puisque là on est dans le langage, qui vient dans cette position qui est celle de ce lieu, de ce lieu, de la chose. Et évidemment, elle est insaisissable. Elle n'est pas interdite. Elle est insaisissable. Elle reste là. Ce qui veut dire aussi que dans le transfert, le psychanalyste, il a à prendre cette place-là. Ça ne veut pas dire qu'on le met là. Évidemment, on va le mettre ailleurs. Il faut qu'il essaie de rester dans cette position-là. Parce que c'est seulement s'il reste dans cette position-là, d'objet petit a, que le processus lié au fait de parler va pouvoir conduire en direction de ce lieu-là. Et se mettre dans cette position-là, vous voyez que c'est pas simple. Il n'y a pas du tout de technique du tout pour savoir comment faire. C'est quelque chose qui se trouve, qu'on a dû trouver, si on analyse, qu'on a dû trouver dans son analyse. Mais quand on l'a trouvé dans son analyse, on ne savait évidemment pas qu'on l'avait trouvé en plus. Donc c'est ça l'inconscient, c'est pas du tout, ça ne peut pas être autrement. Donc c'est toujours aux effets qu'on peut apprécier quelque chose. Alors, en ce qui me concerne, si je peux un peu parler, c'est parce que, effectivement, j'ai été, moi, pris par le langage, par la structure à un certain moment de mon histoire, mon périple, je dirais. Et c'est pour ça que je peux dire un peu ce que je dis là. C'est pour ça que je dis que c'est casse-gueule. C'est pour ça que je dis que, évidemment, c'est aussi à ses risques et périls qu'on y va. Mais
Et c'est aussi pour ça qu'il ne faut pas effrayer quelqu'un en lui disant que c'est casse-gueule. Parce que c'est pas ça. Je dis que c'est casse-gueule tout simplement parce que c'est comme ça qu'on avance. On ne peut pas avancer autrement qu'en tombant, d'une certaine façon, en se cassant la gueule, d'une certaine manière. C'est pas possible. Hein? Parce qu'autrement, on reste dans la rationalité, dans la position du fait qu'il y a des règles qui sont que un mot veut dire quelque chose et rien d'autre, pour reprendre un peu créer autrement. Un mot, ça a un sens, et c'est tout. Donc quand je dis ça, c'est ça que je dis. Et si je ne comprends pas ce que je dis, je vais demander à quelqu'un qui va m'expliquer, pour que je comprenne ce que je dis. Mais, pourquoi pas? Mais de toute façon, ce qui est intéressant, c'est que dans l'échange entre les deux qui essaient de se comprendre, là, il y en a un des deux qui se casse la gueule, c'est qui fasse un lapsus. Hein? Bon, je vais m'arrêter là pour ce soir.